Livre deuxième, l'expérience méthodique, l'expérience errante. Il se trouve déjà une certaine méthode dans la simple perception, comme on l'a vu, mais implicite, par quoi chacun trouve à interpréter des signes annonciateurs, tels que le bruit d'un pas ou d'une serrure, ou la fumée ou l'odeur, sans parler des profils et perspectives qui annoncent des choses et des distances. Ces connaissances s'acquièrent par une recherche véritable qui consiste toujours à répéter les essais en éliminant l'accidentel, et presque toujours sans volonté expresse et souvent même par une sorte d'empreinte plus marquée que laissent les liaisons constantes. Connaissance sans parole qui s'acquiert presque toute avant la parole et qui se perfectionne durant la vie. Les occupations ordinaires y font beaucoup. Le marin reconnaît les vaisseaux de fort loin et les courants et les bas-fonds d'après la couleur de l'eau. Il voit venir le coup de vent par les rides et même par le ciel et la saison. Il arrive à prévoir la pluie et les orages. Le paysan aussi, d'après d'autres signes. Mais il s'y mêle de nos jours des connaissances apprises et une circulation d'idées que le marin et le paysan n'entendent point à proprement parler. Et ces secours étrangers ferment plutôt les chemins de la recherche. J'ai remarqué que les paysans ignorent maintenant tout à fait les planètes et les étoiles, et même ne les remarquent point, quoique cela s'offre à leurs yeux. Ils l'ont dans l'almanach. Les pêcheurs de l'île de Groix ont une science à eux de se diriger par des sondages, et ils sont étonnants. Mais pour le compas, ils n'ont que des procédés appris. Et par exemple, connaissent l'angle qu'il faut prendre pour aller à La Rochelle. Ils n'ont point l'idée qu'un autre angle voisin de celui-là les mènerait tout droit au banc de pêche, où ils vont. Retenons que pour se servir d'une carte, il faut faire un long détour d'idée en idée, à quoi ne suffit pas l'expérience d'un seul homme, ni même cet enseignement que l'on donne en montrant les choses et en parlant. Il faut des écrits et une langue faite exprès, qui est celle des géomètres. L'expérience des artisans conduit plus près, semble-t-il, de la science véritable, surtout dans les cas où se rencontreraient les deux circonstances favorables, à savoir l'objet façonné et l'outil. Car l'objet façonné, par exemple, une table, est l'occasion d'une expérience continuée et naturellement bien conduite par la forme même de l'objet et par l'usage qu'on en fait. Et cet objet est déjà une abstraction en quelque sorte. Mais l'outil, façonné aussi, est plus abstrait encore, et sa forme exprime déjà assez des relations géométriques et mécaniques. La roue, la poulie, la manivelle, comme le coin, la hache et le clou, offrent déjà le cercle, le plan et le levier, aux méditations de quelques Archimèdes préhistoriques. Encore l'outil représente des circonstances invariables, ce qui soulage et guide déjà l'esprit dans la difficile recherche des causes. Ceux qui voudraient parcourir cet immense sujet devront bien considérer par raison mécanique la naissance et le perfectionnement de chaque outil, jusqu'à la courbe de la faux, afin d'éclairer une histoire trop pauvre en documents. Il est important de dire que tous les métiers n'instruisent pas de la même manière, et j'en vois ici trois principaux à distinguer. L'industrie d'artisan, d'abord, qui, parce qu'elle procède par essai et retouche, en éliminant toujours les circonstances accessoires, arrive bientôt à des lois empiriques véritables et à l'idée déterministe. L'agriculture plus tâtonnante, plus prudente, parce qu'elle ne peut agir sur les causes principales, pluie, neige, grêle, gelée. Ainsi, l'espérance de l'agriculteur est autre chose que l'espérance de l'artisan. Il s'y mêle plus d'attente et plus de prière peut-être. De là une religion plus fataliste et plus poétique, aussi qui cherche ses signes dans le ciel. Le troisième groupe de métiers est celui des dresseurs d'animaux. Chien, cheval, bœuf, éléphant, auquel je joindrai sans intention ironique le métier de chef, d'avocat, de juge, car la persuasion et le dressage se ressemblent assez. Et l'éducateur, surtout des jeunes enfants, voudra sa place aussi dans ce groupe-là. Ici, les procédés vont à l'aveugle et l'esprit est déconcerté par la variété des natures et toujours les effets et les causes sont profondément cachés. Mais aussi un procédé devient souvent bon par l'obstination seule, par exemple un certain mot. Ici se fortifie sans doute par les différences, les surprises, les caprices et les succès, bien frappant aussi une pensée proprement fétichiste et une magie par la puissance de l'imitation des signes et des paroles. On peut dire que c'est toujours dans ses propres œuvres que l'esprit a dû lire ses premières vérités et ses premières erreurs, l'agriculteur remarquant mieux la marche des corps célestes et le retour des saisons, l'artisan découvrant des relations plus précises, surtout géométriques et mécaniques, mais qui limitent trop l'esprit peut-être. Et enfin, le dresseur de bêtes devient audacieux par le succès,
puisqu'à tenir ferme ensemble par jugement ou volonté, comme on voudra dire, des termes tout à fait étrangers les uns aux autres, comme ces chasseurs sauvages qui ne veulent point que l'on nomme, même à voix basse, l'animal que l'on poursuit. Et je tiens que ces erreurs des mages, trépidement soutenues, montrent mieux la véritable puissance de l'esprit qui ne font les clairs et sûrs procédés des artisans. Car c'est ainsi que l'on pense, je dis même utilement en jetant des ponts sur des abîmes. Dans l'industrie d'artisans, on peut encore distinguer la recherche de l'artisan seul et la recherche par l'usine. L'usine est un instrument d'observation admirable, parce que tout y est noté, les variations de la production, la solidité, la durée des produits, soit une automobile. Et toute la raison des chefs et des comptables s'emploie à découvrir la cause d'un changement, afin d'y remédier. C'est la statistique qui résume ici l'observation. Ce travail est collectif, chacun y prend part. L'ouvrier apporte aussi ses remarques. Les compagnies de chemin de fer de tramway sont comme de grandes usines, où l'on remarque, où l'on inscrit les variations. Par exemple, telle diminution des recettes coïncide toujours avec tel mois. Qu'y a-t-il donc dans tel mois? Dans les omnibus parisiens, le seul fait qu'une diminution de recettes coïncide toujours avec le service de tel conducteur met sur la trace d'un vol. On voit par cet exemple que la méthode s'institue d'elle-même dans les grandes entreprises. Toutefois, il faut insister sur la recherche individuelle, qui n'est pas moins rusée. Tout artisan remarque les effets d'un certain produit, il les retient. De même, le paysan sait remarquer les effets d'un certain engrais, d'abord par des rencontres de hasard, ensuite par des essais qui ont pour fin de vérifier ce qui a été d'abord supposé. Ce qui est à remarquer dans l'expérience paysanne, c'est qu'elle est souvent changée par le temps, le froid, la chaleur, le soleil, d'où une disposition à douter et en même temps à croire la tradition, c'est-à-dire ce qui a fait l'objet d'une longue pratique. Une grande partie de la méthode expérimentale est donc ici de croire volontiers ce que disaient les anciens, ce qui forme un genre d'esprit naturellement religieux tout à fait opposé à l'esprit ouvrier qui suit le détail des actions et ne croit rien d'autre. Il y a donc toujours deux politiques dans un pays où l'on trouve des ouvriers et des paysans. Ici apparaît un autre art d'observer qui est celui des gouvernements et que je rapproche de l'art des dresseurs d'animaux, qui consiste à observer les faits de société et selon la nature de chacun à croire ici ce qu'on dit et ce qu'on pratique, ou bien à vouloir plutôt reconstruire les effets en suivant les causes. Par exemple, une tradition constante partout fonde la propriété individuelle, mais beaucoup s'exercent à trouver ce qui arriverait si on la supprimait. Les uns et les autres se peuvent tromper. Toutefois, en toutes les recherches expérimentales, il est de bon sens de penser qu'une variation régulière n'est pas due au hasard, ce qui entraîne à croire ce qu'on dit, ce qu'on a toujours dit. La politique se meut en de telles discussions. Les femmes doivent-elles voter? Quels sont les avantages et les inconvénients de la loterie? Quel est le meilleur impôt? En de telles recherches, vous retrouverez toujours la méthode du paysan, celle de l'ouvrier et inévitablement des luttes pour la vérité que vous expliquerez par les passions fanatisme, colère, haine. Il n'y a jamais lieu de conclure et le philosophe s'instruit au spectacle de ses recherches et discussions en se gardant lui-même des passions qu'il remarque dans les autres et qui expliquent tant d'aventures politiques presque toutes funestes. Il est raisonnable de penser que la méthode expérimentale est la seule possible en cas de ces matières compliquées et contestées, en ces matières compliquées et contestées. De grands philosophes tels Platon, Aristote ont traité de la démocratie, de la tyrannie, etc. L'un et l'autre vécurent longtemps et formèrent d'ample expérience. Descartes, d'ailleurs, instruit par une longue expérience militaire, se détournait de penser à ces choses et se fiait plutôt à la tradition, ce qui fait voir que la sagesse ici est difficile à garder et qu'on ne demande pas aux apprentis des conclusions fermes. La science impartiale de ces choses se nomme sociologie. Auguste Comte, qui inventa le nom, inventa aussi la chose et attribua à Aristote les premières notions de sociologie positive. On trouvera dans les ouvrages de Comte tout ce qu'on peut savoir de l'histoire ainsi considérée, c'est-à-dire de l'art de gouverner. Les journaux donnent quelquefois l'idée de cette science constituée, car il faut bien que le citoyen se fie à certaines traditions et se méfie de certaines autres. La philosophie n'est pas plus une politique qu'elle n'est une agriculture, mais le philosophe trouve occasion dans tous ces cas d'exercer sa puissance de douter et d'attendre. Solon est célèbre pour avoir dit à Crésus, qui lui demandait « Ne suis-je pas bien heureux ?» que l'on ne pouvait décider du bonheur d'un homme avant qu'il fût mort. Aussi Solon conquit une autorité incontestée sur les tyrans, et Crésus, mis au bûcher par Cyrus, ne manqua pas de s'écrier « Solon, Solon, Solon !» Tels sont les vrais philosophes, ils se tiennent en dehors de cette difficile navigation.
toujours très assuré de la subordination de la politique à la morale. On en croit des exemples. Toutefois, on comprendra qu'ici se termine la science expérimentale, donc au reste la méthode est aisée à connaître. Il s'agit de ne pas se laisser tromper par la coïncidence. Un ample traité de sociologie est ici nécessaire, c'est-à-dire une immense histoire des hommes, des tyrannies, des guerres, des dynasties et choses de ce genre. Il y aura lieu d'en dire quelque chose dans la suite. De l'observation. Afin d'éviter de traiter de l'esprit d'observation trop en l'air, disons en suivant cette idée si naturelle des trois principaux métiers qu'il y a bien trois méthodes d'observer. La plus ancienne, je crois, et la plus commune est celle du mage, toujours dirigée vers les hommes ou vers les animaux familiers en vue de les rendre favorables et obéissants. Remarquez que chacun, et même l'enfant, veut être mage dans son petit cercle. Cette attention est portée par le désir toujours même, réglée par volonté. Elle est passionnée toujours, elle est prière et commandement. Le médecin, le thaumaturge, le chef ont naturellement ce regard qui fait naître et grandir à la fin ce qu'ils cherchent. Dans l'ordre humain et même dans le cercle des animaux domestiques, le miracle naît à chaque instant d'une prière ardente et d'une ferme espérance. Et n'oublions pas que cette physique est la plus ancienne, la plus importante pour tous, si ce n'est pour Robinson, la première enfin pour chacun, car l'enfant n'a d'autre moyen d'obtenir que la prière. De là tant de systèmes du monde naïvement construits d'après cet ordre humain des amis et des ennemis. Cette méditation intrépide qui tire tout de soi porte toute recherche comme la mer porte les navires. Descartes cherchait la physique en Dieu. Prenez le temps de considérer le portrait du prince de l'entendement, comme j'aime à l'appeler. Vous y verrez la naïveté avec la puissance. Mais pour traiter de Descartes comme il faut, une meilleure préparation est nécessaire. Comprenez seulement ici comment la pensée est née de la prière. En contraste avec la pensée ambitieuse, je mets aussitôt la pensée ouvrière qui n'observe que ce qu'elle fait, méthode sûre qui domine la physique des modernes et en un sens l'écrase, car ce n'est plus que la chose qui est mise ici à la question. Et que peut-elle répondre? Nier seulement comme les auteurs l'ont bien vu, réfuter seulement les machines, leviers, poulies, roues, plans inclinés étaient toutes connues quand les principes de la mécanique étaient encore profondément cachés. C'est pour cette raison peut-être que Platon veut appeler serviles tous les métiers manuels. Il est assez clair que par une pratique victorieuse, les idées sont bientôt mises au rang des outils, comme l'histoire de la télégraphie sans fil le fait bien voir. Et donc, il faut réagir contre cette idée trop aisément admise que l'expérimentation est la reine des méthodes. Il faut seulement faire la part des œuvres et des outils dans la recherche expérimentale, mais il faut aussi que l'outil et la main s'arrêtent et que l'esprit interroge la nature déliée. Ainsi est-on ramené à l'idée de l'observation pure et simple et qui n'a trouvé d'abord à s'exercer que sur les spectacles du ciel, parce que l'homme n'y peut rien changer. C'est là que l'homme a appris à former par méditation et interrogation muette l'idée même de la chose. Non sans volonté, non sans obstination, non sans un sentiment juste, c'est que la chose n'y pouvait rien de plus, et que la vérité de la chose était entièrement à faire, et par décret. Celui qui inventa la sphère céleste, le pôle et le méridien ne changea rien dans le monde, mais il en fit déjà apparaître l'ordre et les lois. Serviteur en un sens, docteur en un sens. Tel est le double mouvement de Thalès immobile. Ne laissez pas échapper l'idée. Observer, c'est percevoir avec attention. Expérimenter, c'est changer la chose pour voir ce qui résultera du changement. C'est pourquoi je dis que l'observation pure et séparée fut celle des astres auxquels nous ne pouvons toucher. Et encore faut-il distinguer l'astronomie armée d'instruments qui, en un sens, peut changer l'objet. Par exemple, je grossis l'image de la Lune. Et la vraie astronomie est celle des Chaldéens, avec les yeux seulement. Tycho Brahe, au temps de Kepler, était célèbre pour ne vouloir point user de lunettes. Il se servait seulement de réglettes munies de petites fenêtres. Et le fait que l'œil nu arrive par ses moyens à une remarquable précision dans l'évaluation des angles, qui est presque le tout de l'astronomie. Le soleil à combien de degrés au-dessus de l'horizon, etc. Les derniers exemples d'inventions géométriques sont suffisants pour montrer la puissance de l'esprit, servi par l'œil. Nos sciences modernes sont trop armées et trop occupées à changer l'événement. Un traité de physiologie médicale vous instruira promptement là-dessus. On mesure la quantité de suc gastrique au moyen d'une fistule pratiquée dans l'estomac. Et faisant couler le suc dans un tube. Cependant, on change les aliments, on fait agir les odeurs et on assure ces changements qui se produisent aussitôt dans la perception gastrique.
Cet exemple célèbre par les recherches de Pavlov fait bien voir que l'on n'observe pas alors l'estomac naturel ni l'animal naturel, mais un organisme déformé par le bistouri et soumis à la violence chirurgicale. Un simple médecin est un meilleur observateur lorsqu'attentif au malade couché, il observe d'abord tel qu'il est, sans se presser de le changer. Les grandes pensées de physiologie sont nées de ce regard attentif et de cette retenue de la main en quelque sorte, ce que j'ai figuré par le traditionnel Thalès.